Bonjour à tous, bienvenue sur ce live meeting organisé par lita.co. J'espère que tout le monde va bien. Alors, le temps que tout le monde nous rejoigne, je me présente rapidement. Moi, c'est Estelle, je suis chargée projet levée de fonds chez Lita depuis un peu plus d'1 an maintenant et je suis particulièrement la chargée de la levée de fonds de Bien Commun qui fera l'objet de ce live meeting ce soir. Alors, merci d'être avec nous et de vous connecter à 18h. Je suis accompagnée de Magali Pascal et de Fabien Zufferet, les cofondateurs de la coopérative de Bien Commun. Donc avant de leur laisser la parole, je vous présente rapidement l'outil Livestorm pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois un live meeting. Donc il y a 2 onglets qui vont vous intéresser, qui se trouvent en bas à droite, avec d'abord l'onglet chat destiné aux messages informels, où vous pouvez manifester votre présence, nous dire depuis où vous nous écoutez et aussi faire remonter un quelconque problème technique. Et puis juste à sa gauche, vous avez l'onglet questions pour formaliser vos questions tout au long de l'événement. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et on prendra le temps de répondre à vos questions lors du second temps fort du live. Donc à ce propos, pour rappel, le live se déroulera en 2 temps forts, avec d'abord une présentation, une quinzaine de minutes du projet Bien Commun par Fabien et Magali et des raisons de cette levée de fonds aujourd'hui sur lita.co. Et dans un second temps, donc le moment privilégié des questions-réponses. Voilà pour la petite introduction. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre, mais on va pas perdre de temps. Donc Fabien et Magali, je vous laisse la parole. Très bien. On va peut-être se présenter rapidement. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Fabien Zufferet, je suis le président du directoire et cofondateur du coup de la cible Bien Commun. Et moi, c'est Magali Pascal, et donc je suis la directrice générale et aussi également cofondatrice de Bien Commun. Est-ce qu'on débute sur la présentation, Estelle ? Ouais, allez, c'est parti. Pour débuter ce live meeting, nous, ce qu'on vous propose, c'est de plonger au cœur du réacteur et de faire avec nous un petit voyage dans le temps et de revenir à l'origine des constats que nous cherchons à adresser avec notre société coopérative d'intérêt collectif. Ces constats, ils ont une racine profonde et en fait, ils sont le fruit de plusieurs décennies de politiques d'aménagement orientées vers la métropolisation et le logement neuf. Et ces constats, nous les avons matérialisés avec le cercle de la dévitalisation que vous voyez devant vous. Au départ de ce cercle, au centre, il y a le contexte historique dans lequel ces territoires s'intègrent. Donc ces villages, ils sont marqués par un passé industriel fort. Donc on produisait du textile à Castres, des chapeaux à Caussade, en Occitanie, un certain enclavement où le train est, dans les territoires, le train est parti, laissant comme unique solution la voiture individuelle, une baisse démographique avec certains ménages jeunes qui sont partis dans les métropoles rechercher un emploi, et puis une politique du logement qui a été très métropolitaine avec son lot de lois de défiscalisation. Dans ce contexte, et vous le voyez en haut, nos villages disposaient d'un parc immobilier assez ancien, en cœur de bourg, et ils ont dû pendant 30 ans se construire des lotissements en périphérie. Ces villas ont attiré les ménages solvables parce qu'elles étaient plus lumineuses, plus spacieuses, avec un garage, des espaces verts, et on a déserté les maisons de cœur de bourg. Ces villas et ces lotissements, ils ont favorisé le développement du commerce hors la ville, donc par le biais de petits centres commerciaux avec des stationnements ou d'hypermarchés. Et c'est donc une part importante des immeubles de centre-bourg, on va vous montrer plusieurs exemples, 10 à 20%, qui ont été laissés vacants et dégradés. Mais cette vacance, elle est purement structurelle, due à leur état foncier technique, car il y a une forte demande qui existe sur du locatif. La vacance des logements, elle a également participé à vider les villages de leurs consommateurs. Le résultat des courses, c'est que les commerces de proximité ont fait leur valise. Les locaux sont trop vétustes, trop chers, et certains biens en cœur de village se retrouvent alors en friche. C'est ce que vous voyez en bas du schéma. L'évolution des familles, dans le même temps, a accru le besoin en petits logements. Donc, le veuvage, voilà, le fait qu'on reste plus longtemps aussi locataire. Et ces ménages sont souvent modestes et ils font face à une carence de logements à louer et notamment de logements sociaux. Et ils peuvent aussi résider souvent dans des logements qui sont peu qualitatifs, énergivores et dans lesquels ils sont captifs.
En face de ça, les opérations nécessaires à la revitalisation des territoires, à la réhabilitation de ces bâtiments sont extrêmement coûteuses. Elles sont souvent plus coûteuses que du logement neuf. Et les propriétaires privés sont souvent démunis parce qu'ils n'ont ni l'argent, ni les compétences, ni la capacité, ni l'énergie pour mener ce type d'opération. Et face à ça, il y a une carence d'opérateurs immobiliers pour répondre à ces problématiques. Et c'est donc cette problématique que nous cherchons à adresser avec Bien commun. Et pour cela, pour répondre à cette cible, nous sommes sûrs qu'il y a besoin en fait de trois acteurs essentiels pour inverser cette tendance. Il y a besoin de collectivités engagées qui portent des projets de revitalisation globale sur leur territoire, sur leur commune, de partenaires techniques experts, spécialistes des centres anciens et qui proposent à la fois de l'ingénierie et un volet opérationnel. Ça, c'est Bien commun, c'est nous. Et des financeurs solidaires qui soutiennent ces projets ambitieux. Et ça c'est vous, bientôt. Et nous sommes convaincus qu'ensemble, on peut relever le défi. Et donc, c'est cette problématique qu'on cherche à adresser. Et ensemble, notre objectif, c'est de mettre fin à cette spirale de déqualification des villages, et de revitaliser en agissant sur l'habitat et le commerce en cœur de village. Voilà, et donc c'est pour ça en fait qu'on a créé Bien commun, et donc Bien commun est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, dont la mission est de œuvrer pour la revitalisation des petites et moyennes villes en Occitanie, en participant à la rénovation écologique de logements et de locaux d'activité loués à tarif abordable. Pour pouvoir répondre et satisfaire cette mission, on a développé du coup deux métiers, un métier de bureau d'études immobilières d'une part et un métier de foncière solidaire d'autre part. Un peu plus en détail finalement, donc la partie bureau d'études immobilières, donc c'est ce qui occupe une grande partie de l'équipe au quotidien, et donc on accompagne en grande majorité les collectivités dans la revalorisation de leur patrimoine, mais aussi de propriétaires privés institutionnels type la Poste Immobilier ou d'autres institutionnels. On le fait au travers de différents types d'études, des études de faisabilité à l'échelle d'un bâtiment ou d'un îlot, des études de programmation. De reprogrammation donc, de friches. Donc ça peut être par exemple des anciens collèges vacants ou alors des anciennes friches industrielles où on essaye de réfléchir quelle pourrait être une seconde vie. Il y a aussi donc des études à l'échelle intercommunale, Des études préopérationnelles. Des études préopérationnelles habitat, merci, donc à l'échelle intercommunale, où on vient actionner donc des leviers auprès des propriétaires privés pour qu'ils puissent se réemparer finalement de leur patrimoine, au travers de différents dispositifs d'aide, donc souvent des subventions, et des études de faisabilité de calibrage RHI-TIRORI, donc c'est résorption de l'habitat insalubre et traitement de l'habitat indigne. Et ensuite, donc, bien sûr, le deuxième volet, celui de la foncière solidaire, où on se permet donc de pouvoir intervenir dans des centres-bourgs, sur des immeubles donc, de centre-ville, avec une mixité d'usages, donc souvent commerce en rez-de-chaussée, logement aux étages. Donc, dans le but de acquérir, rénover, puis mettre à location donc, des logements et des locaux d'activité. D'un point de vue de l'équipe, donc actuellement, nous sommes un effectif de 9 personnes, donc 2 membres du directoire, Magali et moi-même, 7 salariés et donc 2 stagiaires sur l'année 2023. Un petit point donc sur le schéma, l'organisation générale donc, de la SCIC. Donc l'ensemble des associés, donc 45 associés, sont représentés dans l'Assemblée générale, répartis en différentes catégories d'associés, donc les cofondateurs, les salariés, les contributeurs, les bénéficiaires, donc ceux qui bénéficient de notre accompagnement, de notre ingénierie, les financeurs et les partenaires économiques, c'est l'ensemble des partenaires professionnels avec qui nous répondons sur des études ou lorsqu'on réalise des opérations immobilières. On voit donc au-dessus, entre guillemets, de l'Assemblée générale, donc il y a un conseil de surveillance qui a été élu, et donc le conseil de surveillance ensuite a nommé les membres du directoire. Donc après, des choses assez importantes, mais que vous savez déjà sur les SCIC. Donc, les caractéristiques importantes, c'est qu'on peut mêler donc, de l'actionnariat public et privé. Et donc, dans nos bénéficiaires, par exemple, il y a des collectivités qui sont au capital et on espère en accueillir d'autres dans les futures années. Nous avons aussi obtenu donc l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Également, peut-être une des spécificités de notre SCIC, c'est que les personnes qui ont pris des parts au capital, peu importe le nombre de parts qu'elles ont pris, une personne égale une voix dans chaque collège de vote. Et nous avons aussi très récemment, dans le cadre de l'Assemblée générale qui vient de passer, voté aussi la mise en réserve de l'ensemble des résultats aussi pour la pérennité du modèle économique. Donc 100% des résultats de la coopérative sont mis en réserve pour la pérennité du modèle. Donc,
Quelques mots pour vous parler de nos projets. Alors depuis du coup 2021 où nous sommes créés sous la forme associative, 2022 nous sommes transformés en SIC. Nous avons accompagné 15 projets, entre une quinzaine, voilà à peu près, qui ont mené du coup au montage. Alors certaines sont en cours de travaux, d'autres de permis et ne sont pas toutes au même stade, de 11 opérations immobilières. 22 collectivités ont été accompagnées et puis 6 types d'études nous sont proposées aux différentes collectivités que nous accompagnons. En termes d'impact, ce que ça représente, c'est 4 projets d'habitat inclusif. Donc les projets d'habitat inclusif, c'est de l'habitat senior à destination des seniors autonomes et qui partagent un projet de vie sociale et partagé. Donc généralement, c'est une dizaine de logements. Une centaine de logements qui est en projet au global sur les différents projets que nous accompagnons et une vingtaine de commerces et services répartis sur le territoire. Et on le voit, on est plutôt du côté de l'ex-Méditerranée, pardon, au niveau de la grande région Occitanie. Mais voilà, on cherche aussi à se développer de l'autre côté de la région Occitanie. Et puis on participe également à des retours d'expérience, des conférences, des webinaires pour aussi partager ce qu'on a pu apprendre sur les territoires et sur le montage d'opérations quartier ancien. Faire un retour d'expérience. Tout à fait. Pour vous illustrer quelques-uns de nos projets, donc là c'est un projet d'habitat inclusif justement. Donc c'est la commune de La Française dans le Tarn-et-Garonne qui porte un projet donc, que nous accompagnons en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage à la fois sur une étude de faisabilité mais aussi sur le cahier des charges en fait transmis à l'architecte. Donc c'est un projet, donc c'est une ancienne gendarmerie impériale qui est vacante et vétuste, donc qui est dans un état technique très dégradé avec des problématiques structurelles et qui fait à peu près 600 mètres carrés, qui va être requalifié par la collectivité, qui va faire l'objet d'une réhabilitation lourde afin d'accueillir 10 logements communaux à destination des seniors autonomes, donc avec la mise en œuvre d'un ascenseur, la création d'espaces communs, un jardin partagé et une réserve de biodiversité sur le fond. Donc, on retrouve 10 logements, comme je l'ai dit, 100 mètres carrés d'espace commun, 700 mètres carrés de jardin partagé, et puis une terrasse aussi. Donc, il va y avoir un animateur pour animer cet habitat senior autonome. Et un autre projet qui est dans le Pays Basque intérieur, dans une petite commune de 220 habitants, qui est un ancien collège, et à la base, c'était une école ménagère, au tout début, qui est vacant depuis 2008, et que vacant et vétuste. Et donc, nous avons accompagné la commune de 220 habitants dans le choix en fait d'un nouveau usage et d'un nouveau projet en fait pour le territoire. Et donc, ce qui est ressorti en fait d'ateliers, parce que c'est vraiment une de nos spécificités, c'est parce qu'on travaille de manière participative avec les habitants pour définir la programmation des projets. Et donc, ce qui est ressorti des besoins de la collectivité, c'est un espace de vie sociale qui sera au rez-de-chaussée du bâtiment que vous voyez, un café associatif, un petit espace de coworking. Il y aura aussi le siège du parc national régional, un hébergement touristique, une salle de danse traditionnelle basque et de théâtre, 6 logements locatifs sociaux, et j'ai oublié le dernier qui est, je pense que j'ai tout dit. Et donc ce projet-là a vocation à être porté aussi par l'intercommunalité et on teste aussi de l'urbanisme transitoire avec sur 10% du bâtiment à peu près dès cet été. Voilà, donc maintenant un petit zoom, un petit mot sur notre première opération portée par la foncière. Et donc il s'agit d'une opération portée sur la ville de Casemont-de-Nard, un village de 1200 habitants, situé donc dans la communauté de communes donc, du Pays de Serran-Quercy. Donc c'est une commune qui est labellisée Petite Ville de Demain, qui est aussi Bourg-Centre Occitanie, pour ceux qui connaissent, et qui est en ZRR. Voilà, c'est une petites informations. Donc en fait, comment ça s'est passé? Cette commune avait déjà porté plusieurs projets de réhabilitation. Donc monsieur le maire, avec l'ensemble de l'équipe municipale, a essayé donc de porter différents types de projets. Et bon, et là, d'un point de vue des finances, ils étaient un petit peu limités. Et il y a cette maison de maître, donc située pile en face de la mairie, qui est passée finalement sur le marché privé, donc sur les sites type Le Bon Coin. Et il voulait donc essayer, il savait que ce foncier était stratégique pour lui, mais il n'avait pas les moyens d'agir et il ne savait pas non plus comment répondre finalement aux besoins de la population. Donc, il a sollicité une étude de faisabilité dans un premier temps, où on a accompagné la collectivité dans un diagnostic du territoire, à la compréhension aussi des besoins en matière de logement, de commerce, de services. On a réalisé toute une phase, comme l'a dit Magali aussi, qui est très importante pour nous, de concertation, où on réalise des ateliers de concertation et de participation avec des représentants, par exemple des seniors, du tissu associatif,
du tissu économique local pour essayer de bien comprendre quels sont les besoins et d'y répondre au travers de scénarios de programmation. Ce scénario, donc ensuite, il est voté avec les élus, avec le comité technique, le comité de pilotage. Et ensuite, donc, on creuse ce scénario d'un point de vue d'une faisabilité architecturale, technique, juridique et financière. Et donc, à l'issue de cette faisabilité, on a toutes les informations pour pouvoir donc dire si la foncière peut intervenir. Donc, ça a été le cas. On a validé l'intervention de la foncière et la programmation, donc, elle est celle-ci. Donc, 8 logements de petite typologie. Voilà, puisque c'était le besoin du territoire avec des cibles donc différentes, pour les jeunes finalement, pour faire un premier logement. Il y a pas mal de demandes, donc il y a pas mal d'artisans locaux qui ont des alternants et des apprentis, donc il faut réussir à satisfaire cette demande. Et aussi, bien sûr, comme une grande majorité des petites communes et des zones rurales, il y a un vieillissement de la population aussi, donc avec un besoin assez fort de logements seniors. Et donc, ces 8 logements vont répondre à ces deux cibles. Et donc, au rez-de-chaussée aussi, donc, il y a une perte de vitalité commerciale dans le centre-bourg. Et donc là, en plein centre, on vient réactiver un centre commercial. Et donc, il devrait y avoir une épicerie donc, en circuit court, sur multiservice, donc sur le rez-de-chaussée de ce bâtiment. Et donc, on vient également répondre avec ce projet à la carence de logements abordables et aussi dans un objectif de performance énergétique. Donc, c'est une réhabilitation globale. Donc, on va aller chercher de la performance énergétique pour que les personnes aussi réduisent leur facture énergétique. Donc, il y a tout ce volet aussi écologique, énergétique qui est très fort chez nous pour lutter contre la précarité énergétique. Donc, voilà un petit peu pour cette partie-là du projet, mais on pourra répondre peut-être plus en détail à vos questions. Sur la partie, très brièvement, sur la partie des comptes en fait, de biens communs, donc la SIC est la tête de groupe. En fait, donc, nous avons la filiale foncière qui est une SASU que nous détenons à 100%, mais la tête de groupe est un modèle économique de bureau d'études. Donc, on facture des prestations de services, donc on vend du jour homme globalement. Et donc, on a clôturé 2 exercices, donc un premier exercice de 18 mois et un deuxième exercice de 12 mois, donc qu'on vient de clôturer, avec une évolution du chiffre d'affaires. Donc, on a fait 98 000 € de chiffre d'affaires la première année, on est à 208 l'année passée, pardon. Et on est à l'équilibre sur les 2 premiers exercices, donc ce qui est quand même pour nous une réussite. Et ce qui montre à la fois la résistance du modèle économique, mais aussi sa capacité à générer de la valeur ajoutée, comme vous le voyez en bas. Et puis le fait aussi souligner le fait qu'on met 100% de nos résultats en réserve. Donc les résultats qu'on a fait ces 2 dernières années ont été mis en réserve aussi pour consolider le modèle économique. Donc globalement, et nos principales charges sont salaire et traitement et les charges fixes, charges sociales aussi. Sur les prévisionnels que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme dès demain, donc c'est notre business plan synthétique. Vous pourrez voir du coup les projections sur 5 ans avec une croissance progressive du chiffre d'affaires. Donc voilà, on est aux alentours de 200 000 € en 2023. On va aller chercher au-delà des 300 000 en 2024 pour aller au-delà des 500 000 en 2027. Sachant que le moteur économique de la SIC reste toujours les activités de bureau d'études, donc c'est notre activité star. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, charges fixes et salaires sont corrélés avec l'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à notre capacité de production. Et du coup, on lève des fonds avec la SIC en but de capitaliser notre foncière. Et donc, c'est l'objet de notre démarche de levée de fonds en titre participatif sur l'État. Voilà, en tout cas, un petit mot peut-être pour conclure cette présentation, c'est que nous sommes ravis donc de pouvoir participer et travailler donc sur cette levée de fonds avec l'État. Il y a eu tout un processus qui nous a amené à ça, avec une partie d'audit assez approfondie, assez impressionnant, pour justement sécuriser aussi les investisseurs. On est ravis de pouvoir donc passer à cette phase et enfin être sur la partie où on est au contact des investisseurs. Merci Magali et Fabien pour cette présentation.
très claire, très pertinente. Alors avant de passer à vos questions, donc j'ai pu transférer certaines de vos questions dans l'onglet dédié. Je tiens à vous rappeler les raisons pour investir dans biens communs que nous avons identifiées chez l'ITA, donc notamment au cours de l'audit dont parlait Fabien à l'instant, et également vous rappeler les conditions de l'investissement qui vous sont donc proposées aujourd'hui. Donc, de la même manière, avec l'État, on est très content de réaliser cette levée de fonds pour bien commun. Évidemment, un acteur avec un impact environnemental et social très fort, comme vous avez pu le comprendre. Donc, principalement sur le secteur du bâtiment, puisque Bien commun s'empare des problématiques de rénovation de biens délabrés, en optant pour des techniques de rénovation écologique de haute qualité, afin de soutenir l'économie locale et de redynamiser les territoires ruraux. Donc voilà, son terrain de jeu, c'est vraiment les milieux ruraux. Ensuite, son modèle hybride, il est très innovant. Donc, comme le disait Magali, c'est un modèle de prestation immobilière qui est mis en œuvre à travers les deux activités. Donc, d'une part, le bureau d'études immobilières auprès de collectivités et aussi d'acteurs privés, qui est donc le moteur économique et qui assure aujourd'hui la rentabilité du groupe. Et d'autre part, la foncière solidaire qui complète l'offre en permettant de lever notamment le frein de l'accès au foncier pour les collectivités qui sont les clientes. Donc ça fait de Bien commun un acteur qui maîtrise, qui a une maîtrise sur toute la chaîne de valeur et qui est capable de proposer une solution de bout en bout. Et enfin, Bien commun se positionne sur un marché très peu concurrentiel, puis vu qu'il y a une forte carence de bureaux d'études et d'opérateurs immobiliers spécialisés en milieu rural. Et pourtant avec un vrai potentiel parce qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui pour les collectivités de résoudre la vacance dans leur territoire et de redynamiser les centres-bourgs et les petites et moyennes villes. Voilà pour le rappel synthétique des raisons pour investir et de toute façon, vous pouvez les retrouver sur la page de la levée de fonds sur l'ITA. Je vous remettrai le lien juste après dans le chat. Et aussi concernant donc les conditions de l'investissement, pour rappel, il s'agit donc de titres participatifs qui est un produit de dette réservé aux coopératives avec un taux d'intérêt fixe annuel de 6% brut pendant 7 ans. S'ajoute à cette rémunération une réduction d'impôt sur le revenu, ce qui fait un peu sa particularité par rapport à l'obligation, par exemple, qu'on retrouve pour les sociétés commerciales, qui s'élève actuellement à 18%, mais qui a de fortes chances d'être rehaussée à 25% au cours de la collecte, dès lors que la loi fiscale pour les US est validée au niveau de la Commission européenne. Donc, on est un peu en attente du passage en vigueur de cette loi, mais elle devrait passer très prochainement dans les prochains jours, et on tiendra à vous en informer, et à ce moment-là, la réduction d'impôt sera fixée à 25% du montant investi. Il y a aussi un autre avantage fiscal qui est non cumulable, donc il y a un choix à faire, qui est le PEA-PME. Donc vous pouvez également investir via votre PEA-PME et bénéficier ainsi d'un avantage fiscal. Aussi, pour rappel, l'objectif de la collecte est de 200 000 €. Aujourd'hui, on l'a largement dépassé vu qu'on est à 345 000 € d'intention déposée par 360 personnes, et le maximum, il est à 400 000. Donc voilà, le lancement en collecte va être dynamique et en avant-première, je vous l'annonce, il est prévu pour demain. Donc tenez-vous prêts. Et pour rappel, pour être averti en priorité par mail, il faut bien déposer une intention d'investissement, ce qui est toujours possible. Donc voilà, je vous inviterai, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de déposer votre intention directement dès maintenant. Alors, on peut maintenant passer aux questions. Donc, je vais les prendre dans l'ordre et laisser Magali et Fabien y répondre. Donc, première question de Sydney. Avez-vous vocation à revendre les immeubles acquis pour réhabilitation, ou votre modèle économique se fait uniquement via les recettes de location ? Alors, pour l'instant,
Le modèle économique est majoritairement tourné sur les recettes de location, sans objectif de revente, en tout cas à court terme. Maintenant, avec l'évolution du modèle, on pourra être amené à faire une rotation sur une partie du parc. Donc, une fois qu'on aura plusieurs bâtiments, peut-être qu'il sera nécessaire à certains moments de vendre des bâtiments pour pouvoir réinvestir ou faire des travaux de réhabilitation. Et donc, dans le cas des reventes, on a une politique qu'on est en train de consolider et ce sera plutôt à destination des collectivités, de bailleurs sociaux ou des propriétaires occupants. Exactement. Tu veux rajouter des actes que vous voulez rajouter ? C'est exactement ça. C'est les cibles. Le numéro 1 pour nous, ce qui nous paraît être le plus pertinent, c'est que ce soit les locataires occupants qui puissent donc acquérir leur logement pour avoir vraiment cette fonction de revitaliser les centres-bourgs. Et si c'est pas le cas, nous, voilà, on est un modèle aussi qui s'appuie largement sur les subventions. Donc, l'idée, c'est que ça puisse bénéficier l'intérêt général. Et donc, du coup, si on doit revendre, on préfère revendre à des bailleurs sociaux ou à la collectivité pour construire ou consolider un parc de logement communal. Voilà, si c'est pas donc les locataires qui sont intéressés. Merci pour vos réponses. Prochaine question de Anthony. Bonjour, j'ai une question. Est-ce l'achat de parts via l'ITA ? Est-ce que l'achat de parts via l'ITA permettra un droit de vote en AG ? Je peux peut-être y répondre, vu que ça concerne le produit financier. Donc, comme je vous disais, les titres participatifs qui sont un produit de dette et donc pas un produit de capital, ce qui signifie qu'il ne confère pas de droit de vote en AG. Voilà, vous ne serez pas actionnaire ou bien plutôt sociétaire, vu qu'on parle d'une coopérative de biens communs, mais vous allez en bref prêter à biens communs par l'achat de titres participatifs. Et en échange, bien commun vous versera des intérêts de manière annuelle pendant 7 ans et vous remboursera le capital à partir de 7 ans, à savoir qu'une particularité du titre participatif est que le remboursement du capital n'est pas obligatoire pour la société. C'est la société émettrice qui prend la décision, mais pour l'inciter à vous rembourser, il y a un intérêt de 1% qui est ajouté à partir de la 8e année, tous les ans, dans la limite de 3% maximum. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas sinon à compléter votre question. Mais vous pouvez aussi, dans un second temps, peut-être un jour, devenir associé aussi pour avoir un droit de vote en AG. Ce n'est pas interdit. Bien sûr, dans le cadre d'une prochaine opération, tout à fait. Alors, prochaine question de Raphaël. Bonsoir, bien commun est-elle propriétaire des bâtiments rénovés ? Alors, sur les opérations portées par la foncière, elle sera tout à fait propriétaire des bâtiments rénovés. Et ensuite, un petit peu avant dans la présentation, on parlait d'autres bâtiments type la Française Saint-Just-Ibard. Donc là, on était vraiment dans de l'accompagnement, donc de l'ingénierie. Et là, dans ces cadres-là, en tout cas, on ne sera pas propriétaire des bâtiments. Mais avec l'action de la foncière, oui. Et peut-être une petite précision juste sur avec l'action de la foncière, mais c'est par un véhicule, on a une filiale qui est une SAS qui nous appartient à 100%. Et donc c'est ce véhicule-là juridique qui sera propriétaire. On poursuit. Alors, prochaine question de Elodie. Ça veut dire quoi 100% des résultats ont été mis en réserve? Donc en effet, je crois que Magali, vous l'avez énoncé au moment des slides sur les finances. Alors, ce sont les réserves, je ne sais pas s'ils sont qualifiés de statutaires, mais en fait, c'est-à-dire que le bénéfice qui est généré par la société est réinvesti en fait dans son objet social. Il n'est pas redistribué en dividendes à des sociétaires, dans notre cas, actionnaires dans le cadre de sociétés commerciales plus traditionnelles. On a une obligation, les coopératives ont une obligation de plus de 57,5%. 57,5%, mais nous, on est allé au-delà. On a fait le choix de mettre 100%. Mais en fait, l'idée, c'est que le résultat généré année après année soit toujours réinvesti dans la coopérative et nous permettre finalement petit à petit de consolider le modèle et de le rendre le plus résilient possible et le plus fort possible. C'est ce qui garantit aussi la pérennité, à notre sens, du modèle.
Très bien. Alors, une question de Hélène. Bonjour, est-ce facile de trouver les consultants experts qui réaliseront les audits et études et accompagneront la croissance? Alors, c'est une vraie bonne question. Alors non, c'est pas facile parce qu'en effet, en fait, notre métier, vous l'avez vu, de par la pluralité des compétences qu'on va rechercher, la diversité des territoires, il demande quand même pas mal de compétences. Donc, il n'y a pas de formation type monteur d'opération quartier ancien en zone rurale, mais on va chercher des personnes, soit des ingénieurs, soit des architectes, soit, c'est la formation, je vous dis toutes les formations, des monteurs d'opération, et qui ont un socle et à qui on va ramener des briques de compétences supplémentaires. Et donc, on a vraiment plusieurs enjeux. Garder les gens longtemps, parce que c'est des métiers qui vont mettre du temps à s'apprendre et qui sont très diversifiés, qui se basent sur l'expérience. Et après, mettre en place des parcours de formation, mentorat interne et externe pour que les gens, en fait, acquièrent toutes ces compétences si spécifiques, parce que il n'y a pas de formation, on va dire, type, je sais pas, ingénieur de génie civil, voilà. Par contre, ce qui est quand même intéressant, et on peut le voir, c'est même si voilà, c'est un métier un petit peu nouveau, qui est assez transversal dans ses compétences, vu qu'on est sur des zones aujourd'hui qui étaient assez peu regardées, mais par contre qui portent un grand intérêt pour la majorité de la population. Donc les zones rurales, les petites villes, comment revitaliser, comment réhabiliter. On est aussi en phase avec des lois, avec un contexte un environnement juridique qui est en train d'évoluer, notamment avec la zéro artificialisation nette des sols, etc. Donc petit à petit, on va être obligé de repenser la ville. Et donc du coup, on voit qu'il y a un vrai intérêt chez nos partenaires, architectes, même chez d'autres opérateurs immobiliers, type promoteurs immobiliers, etc. Il y a un vrai enjeu, un vrai engouement vers ces questions que nous portons au quotidien. Et donc, voilà, on peut se permettre du coup d'aller un peu draguer des profils qui sont intéressés finalement par notre métier, par notre vision. Et je pense qu'on a un vrai pouvoir d'attraction par rapport à ça. Pour beaucoup de personnes, en fait, ce sont des compétences d'avenir. Donc, c'est un peu aussi, voilà, c'est attractif, on va dire. Génial. Alors, Gaëlle, bonsoir. Contractuellement, est-ce que l'investissement est fait dans la SIC bien commun ou bien dans la foncière? Et par conséquent, en cas de défaut pour le remboursement, quelle est la structure impactée, bien commun ou uniquement la SASU foncière? C'est une bonne question aussi. Alors, en effet, on l'a dit tout à l'heure, donc l'investissement est fait dans la SIC, donc c'est la tête de groupe, c'est la holding en fait, si vous voulez. Et donc, c'est la société qui porte les RH, tout le matériel, le peu de matériel qu'on a, mais et puis toute l'expérience, l'expertise, etc. Donc aussi, à notre sens, c'est la moins risquée parce qu'elle a un modèle économique qui est le plus pérenne dans le sens où c'est un bureau d'études, c'est un modèle économique de bureau d'études. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire là-dessus, ce que tu voulais compléter peut-être. Voilà, et en cas de défaut, par conséquent, en cas de défaut pour le remboursement, donc le remboursement, ça sera bien sûr la SIC qui devra la réaliser, puisque c'est la SIC qui l'élève. Et Et ça impacte. Quelle est la structure impactée? En fait, la SASU foncière doit nous permettre de pouvoir rembourser les titres participatifs que nous réalisons, mais vraiment l'impact, donc la société avec qui vous contractualisez les titres participatifs, c'est la tête de groupe, donc c'est la SIC. Oui, c'est pour ça que le produit financier, il s'agit de titres participatifs qui est un produit réservé aux coopératives, au même titre que les parts sociales, qui est pour le coup le produit de capital des coopératives. Donc effectivement, très clair. Alors une question pour moi de Sydney. Comment se pose une intention d'investissement? Je ne suis pas sachante sur ce point. Alors, il vous suffit de commencer par vous créer un compte sur l'ITA. En principe, vous pouvez poser une intention d'investissement sans avoir un profil validé, mais le mieux, c'est d'aller jusqu'au bout et de le valider en déposant 2 documents justificatifs, qui sont un document d'identité et un justificatif de domicile. Et ensuite, il vous suffit d'aller sur la page de la levée de fonds de biens communs et vous verrez un bouton violet à droite. Vous pouvez pas le louper avec écrit déposer une intention.
Par contre, à partir de demain, vu qu'on passe en collecte, il va se transformer en investir, puisque les souscriptions seront ouvertes. Donc, à partir du passage en collecte, on peut plus déposer d'intention d'investissement. On peut seulement investir ou bien émettre une tentative, c'est-à-dire commencer le parcours investissement sans aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, si vous voulez recevoir le mail top départ de demain, vous pouvez dès ce soir et puis jusqu'à demain dans la matinée déposer votre intention qui est modifiable et puis non engageante sur l'ITA. Sur la page à levée de fonds, je vous ai mis le lien dans le chat. Antoine Berthet, bonjour. Est-ce que l'Occitanie est vraiment un élément fort ou pourriez-vous exporter le concept hors Occitanie, Auvergne, Poitou-Charentes, etc. C'est en effet une bonne question. Elle nous a été posée aussi dans nos rendez-vous investisseurs. Donc, je pense que plusieurs se posent cette question. Donc, à vous. Tu veux que j'y réponde? C'est toi qui as le plus d'accent. Forcément, donc, le constat a été issu du territoire sur lequel on est né aussi et là où on vit. Donc, pour nous, il paraissait logique de commencer par la région Occitanie, notre zone entre guillemets d'intervention que nous connaissons très bien. Après, on a pu se rendre compte que ce constat, il n'est pas simplement, donc il touche pas que la région Occitanie. C'est un constat qui peut être tiré à l'échelle quasiment nationale dans les zones rurales. Et le concept pourrait tout à fait être déployé ou essaimé sur d'autres régions. Mais en tout cas, pour nous, vraiment aujourd'hui, l'ambition, c'est de renforcer et de bien travailler déjà la région Occitanie. Et ensuite, nous verrons peut-être un potentiel de déploiement. Et même se pose la question, est-ce que c'est bien commun qui doit se déployer dans d'autres territoires, ou est-ce qu'on doit accompagner peut-être des personnes qui déjà travaillent sur d'autres territoires, sur d'autres régions, les accompagner plutôt dans la création d'un outil qui pourrait être à peu près le même que bien commun. Voilà. La question reste ouverte, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un concept qui pourrait être déployé à l'échelle nationale. Et il y a déjà d'autres foncières qui nous ressemblent un petit peu, qui ont aussi un positionnement un petit peu différent. Donc, nous, c'est plutôt sur la partie foncière immeuble mixte centre-bourg. Il y en a d'autres qui interviennent sur le sauvetage du dernier commerce. Ils ont été sur l'ITA d'ailleurs. Par exemple. Il y en a d'autres qui investissent aussi sur les tiers-lieux, d'autres sur la partie plutôt culturelle. Donc voilà, il y a vraiment la place et puis il y aura de plus en plus de besoins finalement sur d'opérateurs de notre type. Oui, parce que finalement, on le voit même si on se promène en Corrèze ou dans d'autres territoires, dans le Cantal, ce sont des problématiques qui sont tout à fait partagées. Et après, il y a peut-être deux spécificités. Nous, je pense qu'il y a la notion vraiment d'attachement au territoire. C'est vraiment, on vient de ces territoires-là, on veut justement participer à notre échelle à résoudre cette problématique qu'on a constatée là où on a grandi, quoi, finalement. Et il y a cette notion d'attachement territorial et il y a cette notion de connaissance territoriale et de compétences parce que il y a des méthodes de construction qui sont spécifiques à chaque région. Les bâtis anciens sont spécifiques. Souvent, on construisait avec ce qu'on avait autour. Donc, il y a une connaissance liée aux matériaux aussi qui est très géographique, aux pratiques sociales, etc. Donc, c'est aussi pas forcément évident de copier-coller un modèle d'Occitanie vers, par exemple, les Hauts-de-France parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes pratiques sociales. Mais du coup, par contre, on peut tout à fait accompagner quelqu'un qui connaîtrait les pratiques sociales, les us et coutumes et la manière de vivre, quoi, parce que c'est quand même assez spécifique. Merci pour ça. Effectivement, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a peu d'acteurs qui ont une maîtrise sur toute la chaîne de valeur comme bien commun, d'où l'intérêt et l'attractivité de ce type d'acteurs présents sur tous les territoires, parce qu'en effet, la problématique se retrouve dans les milieux ruraux en France. Et d'ailleurs, on a un peu d'intervention en Nouvelle-Aquitaine aussi sur la partie bureau d'études. Donc on va un peu au Pays Basque. On se fait aspirer petit à petit aussi sur des problématiques de régions limitrophes. Super. Alors, une question un peu challengeante, j'ai envie de dire, de Hélène. Quel est le profil de votre investisseur idéal? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? J'en sais, je le dirai après moi. Moi, je dirais quelqu'un qui apporte en tout cas un regard bienveillant sur les zones rurales, qui a envie aussi finalement de soutenir un opérateur tel que nous dans cette action, dans cette mission
revaloriser, de réhabiliter, de revitaliser donc les petites villes et villages. Et voilà, c'est au travers de cet investissement, en fait, c'est de soutenir cette action et donc nous permettre de pouvoir réaliser la mission que nous nous sommes fixée. Ouais, moi je dirais pour compléter, moi je dirais qu'il y a une notion vraiment d'attachement au territoire et d'attachement au patrimoine aussi, enfin au patrimoine et aux impacts sociaux, qui me semble important, c'est de vouloir aussi participer, par exemple, à la création de logements sociaux abordables. C'est quand même de nos fers de lance et sur quoi on travaille au quotidien, ça a de plus gros impacts. Hein. C'est de retrouver du logement qui soit accessible pour les personnes, sortir les personnes de situation de précarité énergétique. Donc c'est vraiment cette question du logement est importante. La question aussi du commerce et services de cœur de bourg, voilà, et de l'attachement au territoire. Et idéalement, quelqu'un qui puisse peut-être de temps en temps venir aussi voir très concrètement ce qu'il a financé. Et si le cœur vous en dit, de pouvoir organiser des visites. Et je pense que c'est important. On le fait pas mal avec les investisseurs publics qui viennent voir ceux qui financent. Et dans notre cas, je pense que ça vaut le coup de venir voir. Merci. Une question de Freddy. Bonsoir, je suis arrivée en cours de live. La question a peut-être été posée. Il semble que l'intention d'investissement est supérieure au montant minimum souhaité. Comment allez-vous gérer le surplus de participation à ce projet, d'autres projets éventuellement? Oui, alors, pour rebondir sur la première partie de la question, cet événement est enregistré, donc il y aura un replay pour les retardataires et les absents. Vous pourrez visionner en replay tout l'événement. Et sinon, en effet, le montant des intentions déposées a dépassé l'objectif minimum fixé à 200 000 €. Cependant, on a toujours 3 objectifs pour chaque levée de fonds, avec un objectif cible qui ici s'élève à 300 000 € et un objectif maximum à 400 000 €. C'est-à-dire qu'on ne peut pas collecter plus de 400 000 € d'un point de vue légal. On ne peut pas aller au-delà. Mais pour le moment, avec 335 000 € d'intention, on n'est pas encore en sursouscription, bien que la collecte va quand même être bien dynamique. Donc, il n'y a pas encore d'enjeu de personnes qui ne pourraient pas valider, concrétiser son intention. Après, de manière générale, la dynamique du passage de collecte fait que on collecte plus que ce qu'on obtient en phase de pré-collecte en termes d'intention. Donc voilà, je vous invite à pas trop tarder. C'est la règle du premier arrivé, premier servi qui est de mise sur l'ITA. Donc voilà. Et puis ensuite, vous parlez d'autres projets éventuellement. Eh bien oui, on a d'autres projets en cours de levée de fonds sur l'ITA, donc vous pouvez toujours aller regarder les autres projets pour éventuellement répartir votre poche d'investissement sur différents projets. Et une question d'Antoine. Aviez-vous mis en place des acteurs type comptoir de campagne précédemment passés sur l'ITA? Alors, on aurait adoré mettre comptoir de campagne, mais bon, voilà, le sort en a décidé autrement. On a été en contact, voilà. Mais bon, finalement, c'est pas possible. Faire en tout cas sur le projet de Casement de Nargue, mais ce type d'acteur, ce type d'initiative, tout à fait. On serait tout à fait en mesure de pouvoir créer nouer des partenariats avec ces acteurs-là. Et on reste ouvert, bien sûr, à ce type de partenaires. On fait partie d'un réseau, on peut dire, de foncières solidaires à l'échelle un peu plus nationale, dans lequel il y a plusieurs foncières solidaires qui sont passées sur l'ITA. Donc, il y a Belleville, il y a Vivant, et puis, bon, sans doute d'autres à venir. Et donc là, on travaille ensemble justement sur les questions de foncier, de propriété, tout ça, solidaire à l'échelle nationale. Donc, il y a déjà ce type on va dire, de synergie, de réseau qui s'est mis en place. Maintenant, des acteurs ESS mis en place dans nos rez-de-chaussée, c'est tout à fait quelque chose qui peut être envisageable pour la suite. En étant une structure coopérative, nous, la coopération, c'est un peu le cœur et c'est l'essence de notre raison d'être finalement. Donc, du coup, si on arrive à trouver, à justement mutualiser avec d'autres structures coopératives ou issues de ESS, on le fera avec grand plaisir. On a fait un partenariat pour illustrer avec Insit, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas s'ils sont basés sur l'ITA.
c'est une association qui fait de l'Erasmus rural. Et donc, on a fait un partenariat. Et sur Saint-Just-Ibar, le projet dans le Pays Basque que vous avez vu, là, il y a une jeune et une deuxième qui va arriver, qui est en Erasmus rural dans le village pour aider à dynamiser le tiers-lieu, enfin, à préfigurer le tiers-lieu, à faire l'urbanisme transitoire. Et donc, pendant 5 ans, il va y avoir des jeunes issus de cette association d'Erasmus rural. Oui, à ma connaissance, on les a pas investis, on les a pas financés, mais je peux me tromper parce qu'on est à plus de 220 levées de fonds à date et on existe depuis 10 ans. Moi, je suis là depuis 1 an et demi, donc je peux me tromper, mais je les ai pas vus passer. Très bien. Alors, une deuxième question de Hélène. Quelle difficulté vous a le plus enseigné? C'est une vraie question. Le plus, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'en étant un acteur innovant, on a quantité de difficultés sur livre des difficultés sur plein de thématiques différentes, bien sûr des thématiques financières, juridiques, fiscales, techniques. Et donc vraiment, c'est aussi pour ça la force de la SIC, c'est de pouvoir mobiliser donc l'ensemble des partenaires, des parties prenantes, aller aussi se nourrir finalement de différentes ingénieries, différentes expériences pour résoudre ces problématiques. Donc je pense que le statut, la forme de la structure nous permet de pouvoir aller lever les freins, aller lever les verrous. Mais après, s'il faut en citer une, je ne sais pas si… Moi, j'en ai 2. Allez, j'ai réfléchi pendant que tu parlais. Du coup, la première, je dirais, liée à la financière, parce qu'en fait, nous, on est une vraie foncière citoyenne. On a l'émergence d'une société coopérative qui existe depuis 10 ans, qui s'appelle la Scope Ecozimut, qui est un bureau d'études fluide thermique et environnement qui est basé à Toulouse sous format de Scope. Donc, on a émergé de leur structure. Mais on n'avait pas, si vous voulez, des gros moyens au départ. On n'avait pas un héritage ou je sais pas. Donc il y avait vraiment cet enjeu de démarrer sans capital, c'est ça. Donc pour une foncière, c'est quand même assez osé. D'ailleurs, il y a des investisseurs qui nous disent mais vous êtes une foncière sans capital. Oui. Au début, en tout cas, oui. Donc c'était vraiment osé. Donc il y avait cette question-là. Et face à ça, on avait les investisseurs de l'ESS qui nous suivaient. De par le travail aussi qu'on a mené sur le modèle économique, les business plans, etc. Mais on a eu une vraie difficulté sur les investisseurs institutionnels, on va dire plus traditionnels, type Banque des Territoires ou autres, parce que on est encore trop jeunes pour qu'ils puissent investir dans bien commun, même si on fait partie de leur objet social. Et donc, c'est aussi ça que répond vraiment l'ITA, c'est pour pallier cette difficulté, l'ITA, ça a été une vraie solution de faire appel à la foule, parce que les investisseurs institutionnels, ils ont besoin de voir qu'il y a une multitude d'investisseurs qui investissent chez nous pour ensuite venir. Ça, c'est la première, on va dire, vraie difficulté. Et la deuxième, je dirais, c'est lié à notre métier. Ça va être aussi des difficultés qu'on peut voir sur les territoires. Des problématiques, on l'a dit, habitat insalubre, habitat dangereux. Vraiment, c'est des choses qu'on voit. On voit des immeubles qui menacent de s'effondrer. On voit des personnes qui vivent dans des logements. Enfin, on les voit pas directement parce qu'on n'a pas forcément tout le temps le droit de rentrer, mais qui n'ont pas d'évacuation des eaux usées. On voit des choses de la moisissure. Et ça, c'est vraiment difficile, on va dire, de gérer ces situations-là en tant qu'AMO et d'essayer d'y apporter des solutions les plus rapides possibles, même si on a des éléments juridiques, mais on a aussi une carence de moyens du côté des collectivités pour résoudre rapidement ces situations difficiles. Et du coup, je pense que c'est une vraie difficulté de se confronter au réel des territoires et de ce qu'on peut voir et d'essayer d'y trouver des solutions opérationnelles et de l'argent pour répondre à ces problématiques. Ok, merci beaucoup Magali et Fabien. Alors, 2 questions qui se suivent de Rémi concernant la répartition du capital de biens communs aujourd'hui. Pouvez-vous préciser la répartition des profils des sociétaires de la SIC, entreprise, personnes publiques, particuliers, et avez-vous des enjeux d'augmentation de capital social? Je prends les 2 tout de suite. Alors oui, des enjeux d'augmentation de capital, toujours, c'est le propre d'une coopérative, et on ne s'appelle pas bien commun pour rien. L'objectif, c'est c'est que l'immobilier soit un bien commun, en tout cas dans ces zones rurales, de sortir un petit peu du marché par cette coopérative-là. Donc il y a aussi cette volonté d'appartenir à une foule de sociétaires. Et donc si vous voulez qu'on parle un peu des profils des sociétaires, peut-être donner des exemples.
Dans les profils, donc Il y par a nous. exemple, dans les cofondateurs et salariés, bon, il y a bien sûr une partie de salariés, une partie aussi des associés fondateurs de la Scope Ecozimut qui nous accompagnaient dans la création du modèle bien commun. Dans les contributeurs, c'est des gens qui soutiennent donc l'action, la mission. Donc, c'est des gens qui prennent une part pour pouvoir soutenir donc notre développement. Les bénéficiaires, donc aujourd'hui, il y a 2 sociétés privées qui ont bénéficié de notre accompagnement sur le montage de tiers-lieux et une collectivité, bon, bien sûr, Casement de Nard, là où on intervient avec la foncière, donc qui est venue donc, prendre 20 000 € de capital, donc elle est venue franchement, et on était très contents de cela. On est en discussion avec les départements sur lesquels on intervient et la région pour essayer aussi d'avoir leur soutien. Et ça, bon, c'est un travail de longue haleine. Ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'on discute avec eux. On espère pouvoir avoir leur soutien dans l'année 2024. D'ailleurs, si vous les connaissez, n'hésitez pas à leur passer le mot. Ensuite, donc, des financeurs. Donc, on a les financeurs de l'ESS, des mouvements coopératifs, donc type Scope Invest, France Active, IES. Et après, on a aussi donc, des personnes physiques, donc qui sont dans les financeurs. Et dans les partenaires économiques, nous avons donc différents types de partenaires. On a des architectes du patrimoine, des urbanistes, des géographes, des ingénieurs du bâtiment spécialisés sur les parties donc, de la thermique, de la gestion des systèmes techniques aussi des bâtiments, et ensuite aussi sur les sites pollués. Voilà, donc différentes professions comme ça qui gravitent autour du bâtiment, et on a depuis peu aussi des entreprises donc, qui sont membres de la fédération des scopes du BTP et qui sont venus aussi nous soutenir. Plutôt en titre participatif, mais quelques-unes ont pris des parts aussi. On fait les deux. Voilà, ici, on n'a pas enfin là, j'ai pas le chiffre en tête, en tout cas sur la répartition de ces cibles par rapport au collège, mais si vous voulez savoir, dites-nous-le dans le chat et je vous le dis précisément. Je cherche précisément. Très bien, répondra à une autre question. En tout cas, ça fait du monde. C'est vrai que c'est le principe de la gouvernance partagée de la coopérative. On ne s'ennuie pas. Alors, nouvelle question d'Antoine. Pourriez-vous à terme passer en capital variable à l'instar de la foncière Terre de Liens pour les agriculteurs? On est déjà en capital variable. Ouais, on est une SA à directoire et conseil de surveillance à capital variable. Donc, oui, tout à fait. C'est déjà fait. On l'a monté en ce sens. On l'a monté comme ça. Oui. De toute façon, je pense que les SIC sont forcément en capital variable puisqu'elles peuvent accueillir sans. Non, mais il y a des SIC sur le format SA. Ah, ok. Très bien. Alors justement, Antoine, vous aviez posé une question dans le chat que je vous ai demandé de préciser. Je vais quand même la lire. Pourriez-vous mettre en lien le nom de la structure dont vous êtes issu SVP? Ah oui. Ok, vous la comprenez. Vous voulez qu'on mette le lien du site internet dans le... Non, c'est pas ça? C'est peut-être ça. Ouais. Antoine, mais c'est peut-être un lien de redirection, oui. Ouais, je vais mettre le lien. Donc, c'est la Scope Ecozimut. On va vous faire ça tout de suite. Donc, il faut que tu mettes le lien vers le site internet d'Ecozimut dans le chat en bas à droite. C'est exactement ça. Tout le monde. Hop. Si vous voulez le temps, je peux répondre à une autre question. Oui, n'hésitez pas. On a pris toutes les questions. Ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble déjà, mais il est encore temps de poser des questions, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci pour vos participations et ces questions pertinentes. Est-ce que Fabien et Magali, vous avez quelque chose que vous avez envie de rajouter en plus? Bonne question. Voilà. C'est vrai que la notion, on l'a dit un petit peu, mais la notion de participative, elle est importante pour nous. Je veux dire que voilà, systématiquement, quand on travaille sur des projets, on fait des ateliers avec les habitants, les forces vives locales. C'est pas, en fait, on décide pas, c'est pas nous qui décidons. Nous, en fait, on est médiateurs, animateurs, on diagnostique, et on leur fait des propositions qui nous semblent adaptées aux besoins
qui ont émergé pendant les ateliers. Et après, c'est toujours un choix construit avec les habitants, avec les forces locales, etc. Donc, cette notion de au service d'eux, elle est aussi représentée par ça, elle est forte via ça. Et moi, je trouve fort aussi de pouvoir finalement avoir, comme on disait tout à l'heure, les foncières classiques, elles sont souvent adossées à un fonds d'investissement, elles ont souvent beaucoup de capital. Et je trouve très fort de pouvoir avoir une mission d'intérêt collectif et de pouvoir s'appuyer finalement sur l'investissement citoyen, l'investissement participatif pour pouvoir réaliser ce type d'opérations qui sont normalement réservées finalement aux sociétés ou aux structures qui ont beaucoup de fonds. Voilà. Et je pense qu'en faisant cela, on participe vraiment aussi à la transformation du modèle et à faire de l'immobilier différemment et un peu plus humain. Voilà. Donc faire un immobilier au service de l'immobilier, pas au service de la finance. Donc on Très juste. Donc on a besoin de vous, quoi. Exactement. Alors, une question qui est apparue de Elodie. Où sont situés vos locaux? Aujourd'hui, nous sommes basés à Toulouse. Et on rayonne en fait du coup sur la région, enfin, sur notre ex-Midi-Pyrénées depuis Toulouse. Très bien. Eh bien, pour celles et ceux, donc pour rappel, qui ont loupé le début de l'événement, vous recevrez le replay par mail et il sera également accessible sur la page de la levée de fonds. Donc, pour rappel, ce qu'on vous disait tout à l'heure, les souscriptions ouvriront demain au cours de la journée. Donc, tous ceux ayant déposé une intention d'investissement recevront un mail. Si vous avez d'autres questions plus globalement concernant le parcours investissement, la stratégie d'investissement, si vous avez envie d'avoir un accompagnement personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec un expert Lita. Donc vous trouverez le bouton pour prendre rendez-vous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis sinon, on vous a tout dit. On a pris toutes les questions. Merci pour votre participation et votre attention. J'ai peut-être le mot de la fin, si jamais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé aussi de l'impact écologique de biens communs, mais le mètre carré le plus écologique, c'est celui qu'on construit pas, c'est celui qu'on rénove, c'est le terrain qu'on n'artificialise pas. Donc il y a aussi toute cette dimension-là d'économie de ressources, de CO2, de tout ça qui est très forte et qui est peut-être un peu moins visible derrière l'aspect social. Donc c'était peut-être souligner ça et vous dire qu'on vous attend nombreux. En tout cas, merci pour votre temps et merci pour vos intentions et pour vos investissements. Merci pour ce mot de la fin à tous les deux. On vous souhaite à tous une excellente soirée. On vous dit à très bientôt sur Lita autour de la levée de fonds de biens communs. Merci beaucoup. Merci Estelle. Au revoir.